PECS, système de communication par échange d'images, est probablement l'outil le plus connu et le plus utilisé en France dans l'arsenal des méthodes d'éducation structurée mises en œuvre auprès de la population avec autisme. Le protocole PECS, validé par la Haute Autorité de Santé, est un système de communication alternatif et augmentatif qui permet aux enfants et aux adultes différents d'entrer dans la communication. Mais, paradoxalement, si de nombreuses familles et professionnels l'utilisent au quotidien, il existe des confusions récurrentes sur le sens de la terminologie employée, ainsi que sur la science sur laquelle ce système se fonde, à savoir l'analyse appliquée du comportement. Pour en avoir le cœur net, j'ai invité Pyramide PECS France, ainsi que des usagers du protocole enseignés par Pyramide, pour nous parler des fondamentaux du PECS, de ses applications pratiques et de ses perspectives qui débordent largement le cadre de la population avec autisme. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Axel Devin, vous êtes orthophoniste, c'est-à-dire logopède, en Belgique. Florian Houry, vous êtes directeur opérationnel de Pyramide PECS France. Cynthia Agoni, vous êtes mère d'un adulte avec autisme, présidente et porte-parole de plusieurs associations dédiées à l'autisme depuis 25 ans en Belgique, le GAMP et Info-Autisme. Et Philippe Debroy, vous êtes directeur d'établissements médico-sociaux, ITEP, UMA et IME en France. Et Nora Virton, vous êtes directrice clinique et consultante Pyramide PECS France. Alors je vais me tourner vers vous pour la première question. Dans Pyramide PECS, il y a deux mots, pyramide et PECS. C'est un système qui fonctionne sur deux jambes. Le PECS est basé sur l'ABA fonctionnelle, mais qui est appelé à l'origine l'approche pyramidale de l'éducation. Donc le terme pyramide vient de approche pyramidale de l'éducation. Quand on enseigne le PECS, on utilise forcément les stratégies de l'approche pyramidale ou ABA fonctionnelle, mais quand on met en œuvre les stratégies de l'ABA fonctionnelle ou l'approche pyramidale en place, on ne va pas forcément enseigner le PECS. L'ABA fonctionnelle, c'est un cadre théorique qui permet de concevoir des enseignements et donc des apprentissages pour quelqu'un, à la fois que ce soit en institution, que ce soit à domicile, que ce soit dans une école ou que ce soit dans une classe. Et c'est vraiment la mise en place d'activités fonctionnelles, l'enseignement de la communication fonctionnelle, la mise en place de programmes de renforcement, et puis du coup la conception de leçons, ce qu'on appelle des leçons, c'est-à-dire des objectifs ou des apprentissages individualisés, grâce à des stratégies issues de l'ABA, mises en œuvre dans le fonctionnel du quotidien. Donc c'est de l'éducation en fait. C'est de l'éducation et ça couvre tous les domaines. Comment on enseigne à un enfant à traverser la route en tenant la main parce qu'il a 3 ans, comment un autre enfant qui a 15 ans, qui a déjà acquis de traverser la route en tenant la main, doit apprendre à traverser la route seul. C'est des plans pour enseigner quelque chose à quelqu'un. Quel que soit le domaine, que ce soit un domaine de la maison, un domaine de l'école, dans la communauté, que ce soit un domaine du jeu et des loisirs, parce que même si c'est drôle de jouer, c'est pas inné. Des compétences pivots telles que l'imitation, ça couvre tous les domaines en fait. Donc le PECS a été conçu sur ce cadre théorique, mais ce cadre théorique permet d'enseigner tout et n'importe quel objectif bon pour l'autonomie de quelqu'un à court, à moyen et à long terme. Le PECS est un système de communication augmentatif ou alternatif qu'on met en place pour quelqu'un, quel que soit son âge ou son niveau, qu'importe, mais qui a des besoins en communication. C'est-à-dire qu'en fait, il n'arrive pas à communiquer comme vous et moi. Et du coup, ça génère forcément des comportements inappropriés parce qu'il n'arrive pas, pour des raisons très variées, à communiquer comme vous et moi. Alors, le PECS, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Donc, système de communication par échange d'images. Pour le dire simplement, quelqu'un va apprendre à communiquer en échangeant une ou des images. Voilà. Là, à cet instant, je communique avec vous tous ou avec toi en échangeant des mots. D'autres, parfois, s'échangent des signes. La personne qui va apprendre à utiliser le PECS va apprendre à échanger ce qu'elle a envie de dire. Et j'insiste sur le fait ce qu'elle a envie de dire et sur ce qu'elle a besoin de dire en échangeant une ou des images quand il apprendra ou elle apprendra à faire des phrases entières. Alors bien souvent, le caractère visible du PECS, eh bien, c'est un classeur, même s'il fait son apparition seulement à partir de la seconde phase, puisque c'est un protocole d'enseignement qui est découpé en différentes phases, 6 en tout. La première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est que quand quelqu'un a besoin du PECS, il ne s'agit pas de préparer un classeur tout fait, tout prêt, et de se dire « tiens, on va espérer qu'avec ça, il y arrive ». En fait, le protocole d'enseignement, c'est vraiment un protocole qui vise à lui enseigner, les règles de la communication, ça va être la phase 1 du PECS, on va lui apprendre que l'image, ça sert de message et que le message, ça se transmet à quelqu'un. C'est vraiment le basique de la règle de la communication, de la définition de la communication. Transmettre un message à quelqu'un et c'est lui qui répond à ce message en fonction de la teneur du message. Et apprendre à dire « je veux »,« je désire ». Alors, c'est très particulier. Il n'y a pas que le « je veux ». Dans la communication, on communique pour dire « je veux »,« je vois »,« j'entends »,« il »,« elle », parler des autres, parler de soi, etc. Par contre, il est vrai qu'on va débuter l'enseignement du PECS sur l'enseignement de ce qu'on appelle la demande, et particulièrement la demande spontanée. Alors, pour quelle raison? Parce qu'on le sait que pour motiver quelqu'un à communiquer, mieux vaut ne pas lui enseigner ce qu'on veut entendre,
mais ce qu'il a besoin de dire, entre guillemets. Les besoins, c'est quoi? C'est les choses dont il a besoin dans son quotidien par rapport à ses compétences et donc les ustensiles de la vie quotidienne qu'il sait utiliser. Les besoins, c'est aussi des choses qu'il apprécie sensoriellement, mais aussi des activités qu'il apprécie, des choses, des objets. Et c'est ça, en fait. On va commencer par répertorier tout ce que cette personne, elle apprécie, tout ce dont elle pourrait avoir besoin dans les différentes activités de sa vie quotidienne. Et une fois qu'on aura fait ça, on va préparer une image pour chacune de ces choses qu'on va tranquillement organiser dans notre environnement parce qu'il n'est pas du tout question de les mettre là-dedans, de lui donner en espérant qu'il s'en sorte. On va lui enseigner à utiliser chacune de ces images au moment où il en a besoin, pas au moment où on veut qu'il les utilise. Ça, c'est vraiment très important. L'autre caractéristique de la toute première phase du PEC, c'est qu'elle enseigne la demande spontanée. L'objectif, c'est qu'il apprenne à demander sans devenir dépendant d'emblée de la question « qu'est-ce que tu veux, de quoi tu as besoin » ou « transmets-moi un message ». Beaucoup de personnes qui ont des besoins spéciaux en communication ont des troubles du comportement. Ces troubles du comportement ne sont pas toujours liés à la communication, mais peuvent être liés vraiment à un déficit de savoir communiquer ses besoins. Et quand il y a des troubles du comportement liés à ça, les troubles sont souvent, entre guillemets, spontanés. C'est-à-dire que c'est au moment où il veut quelque chose que spontanément, derrière, il engage le comportement en réaction à son envie, à son opération. Voilà. En fait, si on veut, entre guillemets, contrecarrer les comportements inappropriés liés à la fonction de demande, il faut absolument que le comportement alternatif soit enseigné dans des conditions similaires. Bien sûr qu'on leur apprendra à réagir à la question « qu'est-ce que tu veux ?», mais elle viendra dans un temps futur. D'abord, c'est la spontanéité. On s'adresse à des enfants autistes de profil sévère ou adultes. Hein. Est-ce que ça suppose qu'ils soient capables de discriminer les images, le sens des images? Pas au départ, non, parce qu'on place simplement une seule image en face de l'enfant, donc ça ne demande pas qu'il discrimine. En fait, pour aller plus loin, il n'y a aucun prérequis, mais aucun, c'est-à-dire que pour les lister, il n'est pas nécessaire qu'il vous regarde, il n'est pas nécessaire qu'il montre, il n'est pas nécessaire qu'il sache mettre ensemble deux images ou deux photos ou deux objets. Il n'y a pas d'évaluation de compréhension qui soit menée nécessairement avant. On peut en faire une, mais ça ne changera pas de toute façon la possibilité de lui enseigner le PECS. Il n'y a aucun prérequis quant à la discrimination ou quant à un niveau cognitif minimum qui serait nécessaire. C'est-à-dire que la compréhension va venir par l'usage, par l'apprentissage. On va lui apprendre. Il est tout à fait prévu dans l'enseignement du PECS de lui enseigner à différencier les images. D'ailleurs, on entend assez souvent des professionnels ou des parents qui disent « je ne mets pas le PECS en place parce qu'il n'accroche pas du tout aux images ». C'est une erreur, hein, vu que dans le protocole, on enseigne justement. L'image n'est pas un renforçateur, c'est là que c'est intéressant. À quoi ça ressemble exactement? Alors en fait, ça c'est mon classeur de formation à moi, donc il n'appartient à aucun... C'est pas standardisé. C'est pas standardisé. Ça va dépendre de l'enfant, de l'adulte, de son profil, de ses envies. En phase 1, on a identifié des opportunités de communication tout au long de la journée. On a décortiqué dans chaque activité de son quotidien tout plein de choses qu'il pourrait avoir besoin ou envie de demander. Et dès la phase 1 du PECS, on va créer des opportunités. Imaginons que ce soit le moment où il a soif. Évidemment qu'il faut que je m'assure qu'il ait soif. Il va falloir que quelqu'un lui propose l'eau silencieusement. À votre avis, que va faire quelqu'un qui veut de l'eau quand je fais ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de le prendre, évidemment. Et donc, c'est à cet instant où spontanément, on voit qu'il veut. Si vous pouvez faire le mouvement, vous êtes... que du coup, moi, je le retiens, je vais ouvrir ma main à côté de l'image. Et en fait, il y a quelqu'un derrière parce que l'apprenant ne va pas deviner. L'image, elle n'est pas non plus magique. Il faut quelqu'un qui l'aide à comprendre que ce message, cette image est un message à me transmettre. Et donc, à cet instant, ce qu'on appelle un incitateur physique va guider l'élève physiquement. En l'occurrence, je suis la personne avec autisme. On va mettre c'est ça, dans ma main. Oui, il va falloir s'assurer à cet instant, elle est soif. Il y a des petites stratégies on enseigne aux gens en formation. Le premier gratuit pour s'assurer que ce soit bien ça qu'ils veuillent. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de leur faire dire ce qu'on pense. Il s'agit vraiment d'enseigner à quelqu'un à demander ce qu'il veut et quand il le veut. On ne les fait pas parler, on leur enseigne à dire ce qu'ils ont besoin de dire. Et donc oui, je ne vais pas pouvoir me débrouiller toute seule, alors moi je vais proposer silencieusement, bon, ok, et au moment où cette spontanéité émerge, alors quelqu'un derrière, qu'on appelle un incitateur physique, va guider l'apprenant à saisir, tendre et lâcher le message dans ma main, c'est ce qu'on appelle l'enseignement de l'échange physique. Et ça caractérise ici une demande spontanée puisque la conséquence, c'est l'obtention. On va faire ça un maximum de fois tout au long de la journée pour un maximum de choses variées. Cet exemple avec la bouteille d'eau ne caractérise pas que le PECS serait seulement pour l'alimentaire. Ce qui est parfois dommageable, c'est que le PECS est parfois mis en place seulement pour petit déjeuner, goûter, déjeuner, les aspects les plus fonctionnels de la vie quotidienne. Non, c'est dans tous les moments de la vie quotidienne. Il faut créer un maximum d'opportunités, de la même façon qu'un enfant dans le développement typique n'apprend pas à communiquer que pour demander à manger. Donc il faut
élargir le contexte On d'enseignement. commence, j'imagine, sur des choses basiques, simples. Sur les Et on choses, construit. il n'y a pas de choses oui. plus basiques que d'autres. Les choses basiques sont les choses qui, dans son quotidien, lui, sont nécessaires, Oui, c'est ça. utiles. C'est pour ça qu'on aura listé tout au départ et préparé sa leçon avec tous les pictogrammes finalement dont on va avoir besoin pour pouvoir traiter de ce qui est alimentaire, mais aussi de ce qui est plutôt jouet, plutôt Une télécommande sensoriel. pour allumer la télé, parfois une jeune femme qui va aimer qu'on lui pose du vernis à ongles, parfois quelqu'un qui aime se mettre du parfum. C'est vraiment toute chose qui, dans une journée, est une opportunité pour obtenir cette chose. C'est ça les choses basiques. Une fois que du coup la personne a acquis, puisque la phase 1 va assez vite, la séquence motrice est assez simple, elle est même beaucoup plus simple que certains comportements inappropriés souvent que la personne a déjà développés, et bien du coup on va leur apprendre à continuer de communiquer de cette façon, de façon spontanée, mais quand le partenaire de communication n'est pas aussi proche, évidemment, il faut leur apprendre aussi à retrouver leur interlocuteur pour échanger le message. Et ensuite, on va entrer dans la phase 3, qui est la phase de discrimination, où vraiment, on leur enseigne à différencier les images les unes des autres. Alors, quelles images? Eh bien, c'est tout ce panel qui caractérise toutes les demandes du quotidien qu'il peut faire. Donc, c'est activité après activité qu'on engage la phase de discrimination. En cas d'erreur, le protocole d'enseignement prévoit des corrections d'erreurs. Une fois le vocabulaire acquis, eh bien, du coup, on va lui apprendre à structurer ses demandes en phrases. Et en fait, vous pouvez remarquer que ça suit aussi l'ordre du développement typique en modalité orale. Axel, nous qui communiquons beaucoup en modalité orale, avons d'abord, effectivement, après nos gestes, nos mots, nos pleurs tout petits, on s'est déplacé pour continuer de communiquer. On a développé le mot, on utilisait des petits mots pour dire des choses plus ou moins complexes, et ensuite on a appris à faire des phrases. À faire des phrases, c'est-à-dire distinguer les pronoms, des verbes, des Oui, c'est actions, ça. des choses. Tout à fait. Comment Pouvoir ça se passe rajouter finalement des petites précisions. On va pouvoir leur apprendre à dire je veux un petit chocolat, je veux un gros nounours, des choses comme ça. On va leur permettre de pouvoir ajouter des attributs à leur demande pour pouvoir préciser leur demande du mieux possible. La dernière phase sera celle du coup où on leur enseigne plus que la demande. On leur apprend aussi du coup à commenter. Dans notre vie, parfois on demande des choses, parfois on évoque ou on commente le monde qui nous entoure, on commente les gens qu'on connaît, on commente les événements qu'on voit. On peut parler des choses absentes. On n'est pas toujours dans un contexte concret immédiat. Exactement. Simplement, c'est un processus qui requiert évidemment tout un enseignement que le classeur de la personne se construit au fur et à mesure de ses phases, de ses apprentissages. Mon classeur tel qu'il est construit ici ressemble à un classeur de quelqu'un qui serait déjà en phase 6 acquise, puisqu'il a des amorces de phrases qui traitent ici de la demande mais du commentaire, d'autres compétences de communication, et puis ici des verbes, des attributs, des choses, des aliments, des ustensiles, d'autres attributs. Donc celui-ci, il est organisé selon la structure grammaticale française, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs du PEX qui n'ont pas forcément des cours de grammaire en même temps. Et donc pour autant, il faut qu'ils apprennent à faire des phrases dans l'ordre. Quelqu'un qui débute dans l'utilisation du PEX, s'il aime les balades extérieures, pour caractériser cette demande, il aura peut-être d'abord appris à échanger l'image balade, d'accord, ou marcher. Mais en fait, en grandissant, on va lui apprendre à structurer ça avec une phrase, et une phrase qui est précise tout en intégrant ce qu'il veut lui. C'est pas juste de la structuration grammaticale ou syntaxique, c'est pas juste du lexique. Les attributs qui sont importants pour lui. Donc, on a des exemples comme ça de petits qui du coup demandent à marcher dehors avec papa, mais sans le chien ou avec le chat. Il n'y a pas de limite, il faut juste leur enseigner. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça ne va pas avoir d'intérêt finalement de mettre le mot papaye dans le classeur s'il n'a jamais l'occasion de demander de la papaye. Chaque enfant va avoir son classeur qui sera organisé de manière différente, qu'on ne retrouvera pas deux classeurs les mêmes, parce que ça va se faire vraiment en fonction de leurs propres intérêts. Donc, dans le protocole, tout est unique en fait. Tout est individualisé. Le protocole est standardisé, mais cette standardisation implique nécessairement l'individualisation de l'enseignement. Oui, avoir du vocabulaire pour le vocabulaire, finalement, c'est pas intéressant pour eux. C'est ce qui différencie un classeur de communication d'un dictionnaire en images. On parle d'autisme, mais le PEX, on l'utilise aussi pour des adultes qui sont en panne de communication, qui ont des troubles de la communication, de l'handicap psychique ou autre. Ils n'ont pas autisme, mais ils ne savent pas communiquer, ils sont en panne de communication, donc ils ont besoin de moyens de communication et le PEX est adapté. Et on leur apprend à utiliser le PEX, y compris pour eux. Donc ça, c'est une bande phrase. Je veux un gros casse-tête rouge. Voilà comment ça se passe. La personne, elle échange la bande phrase et on lui enseigne À pointer. à pointer D'accord. l'une. Je veux un... Donc, la personne Pointe chacune des images. en verbalisant.
Regarde, si je te donne la bande phrase et que je te la transmets, tu la tournes vers moi et je vais faire ça. Soit je parle et je vais dire « je veux un gros casse-tête rouge ». Si je ne parle pas, tu retranscris en modalité orale ce que je te dis là. Je veux un gros casse-tête rouge. Si tu sais que je sais dire rouge ou un, tu vas te taire pour que je dise ce que je sais dire. Je veux un gros casse-tête rouge. Voilà, ça c'est le délai de temps Bravo. constant. Ouais. Et surtout, je veux mon gros casse-tête rouge. Très bien. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais ils peuvent apprendre à demander des comptines, à commenter ce qu'ils entendent, à commenter ce que fait le voisin. Il y a des leçons de commentaires qui sont éminemment amusantes. Il y a des gros mots dans le classeur C'est mon PECS? rêve de pouvoir leur enseigner à dire parfois quelques gros mots, mais bon, Ouais, des trucs, il paraît que ça se fait pas parce Laisse-moi qu'on tranquille. l'enseigne. On me dit, Nora, est-ce que tu le ferais avec un enfant qui a un développement typique? J'ai dit, bah non, bon, bah le fais pas non plus. Donc, Ben, le Mais laisse-moi bon. tranquille, on peut l'avoir. oui, par contre. mais c'est pas un gros Oui. mot. Non, Voilà. non, mais des on fois, peut dire, oui, voilà. ça serait... on peut dire j'ai besoin d'être seule, laisse-moi tranquille. Le PECS incite un certain nombre d'enfants à entrer dans l'oralisation, mais pas forcément. Mais dans tous les cas, il développe la communication. C'est ça Oui. que j'aimerais en fait faire comprendre. Oui, Qu'est-ce qui se passe en fait sur un panel d'enfants? Un certain nombre d'entre eux, par l'utilisation des images du PECS, vont entrer dans la communication orale. Les autres le feront à des niveaux différents, mais de toute façon, ils vont développer une communication sociale qui est aussi oui, importante. c'est ça. Ils vont de toute façon développer la communication. Alors la communication orale, c'est pas quelque chose qu'on cherche d'emblée en utilisant le PECS. On cherche la communication avant tout, que l'enfant puisse prendre finalement son autonomie et des initiatives par rapport à la communication. On va pouvoir commencer à inciter la communication orale à partir de la phase 4, où on va laisser un petit temps de latence à un moment donné, où quand il va verbaliser « je veux », on va laisser quelques secondes pour qu'il puisse éventuellement embrayer avec le langage oral, mais ça ne va jamais être une pression pour lui de pouvoir verbaliser sa demande. L'objectif, éventuellement, s'il développe la modalité orale, c'est que sa modalité orale soit aussi spontanée que son utilisation du PECS. Ça veut donc dire qu'il ne doit pas être en écho de nous. Si je reçois la bande phrase disant « je veux eau » en image, alors il va pointer la première, je vais dire « je veux », il va pointer la seconde et je vais me taire pendant 3 à 5 secondes. Ça s'appelle un délai de temps constant. 2 options, soit il complète, soit il complète pas. S'il complète pas, je dis, et de toute façon, je renforce en lui donnant accès à ce qu'il veut. Et si j'entends le son de sa voix et qu'il dit « oh », notamment si c'est la première fois qu'il le dit, alors on associe un renforcement différentiel, c'est-à-dire un renforcement à très haut taux. En d'autres termes, la quantité d'obtention Un truc génial, quoi. est augmentée. Un truc qui le fait kiffer Voilà. grave. En gros, c'est ça. C'est Absolument. quoi? Il faut expliquer ce que c'est qu'un renforçateur. Un renforçateur, c'est vraiment ce qui contribue à l'augmentation des comportements. Pourquoi? Parce que c'est important pour nous. Il y a des gens qui sont très alimentaires, y compris lorsqu'ils ne sont pas autistes. Oui, et en fait, il n'y a pas de bon Parle ni pas de de... moi comme ça. Il n'y a pas... Pourquoi c'est important, les images? Parce qu'en fait, il y a différents systèmes de communication augmentative. Mais pourquoi le cerveau humain est fait pour imprimer particulièrement sur des images? Nous sommes tous entourés d'images et bombardés d'images à tout bout de champ. Dans telle zone, on est obligé de porter un masque, cette boisson est interdite aux femmes enceintes. C'est vraiment quelque chose d'universel, l'image. Donc ça nous permet de comprendre facilement via un petit pictogramme ce qu'on veut. Avant, en fait, il n'y a pas si longtemps, donc vous achetiez un produit, vous aviez des modes d'emploi en 36 langues avec carrément des bouquins de modes d'emploi. Aujourd'hui, on remplace par 3 images, c'est toutes les mêmes, Oui, c'est ça ça. marche dans toutes les langues. Le cerveau C'est humain vraiment que- imprime oui. très facilement. Oui, c'est ça. Et alors, un individu qui finalement va utiliser des images, déjà, ça va lui permettre de prendre son autonomie dans la communication et de devenir acteur de sa communication. C'est excessivement libérateur aussi pour les partenaires de communication, pour les parents, qui finalement vont pouvoir arrêter d'interpréter chaque regard ou chaque comportement de l'enfant. Et finalement, il n'y a pas besoin d'apprendre une langue étrangère. C'est des images universelles, Oui. c'est ça? Oui, c'est ça. Les personnes qui ont de l'autisme ont une mémoire visuelle beaucoup plus développée que les personnes ordinaires, donc ils sont beaucoup plus visuels. C'est pour ça que voir le pictogramme, à la limite même voir des mots écrits, quand ils savent lire et écrire, fonctionne beaucoup mieux que tout ce qui est auditif. Moi, je l'ai bien vu avec mon propre fils qui parle, mais son attention se fixe davantage sur l'image que sur le mot prononcé. Mais en même temps, si quelqu'un communique parfaitement avec les signes, sait se faire comprendre, sait dire ce qu'il veut, c'est pas utile de mettre le PECS en place dès lors qu'il a une communication qui est déjà fonctionnelle. Ça, c'est une question que j'allais vous poser. Pardon. Il y a souvent une croyais que c'était le concurrence, en moment. fait, ou des questions qui se posent sur quel mode de communication alternatif proposer à des enfants et qu'est-ce qui va être le plus efficace, en fait. Vous n'êtes pas du tout opposé à l'utilisation du langage des signes. Un système de communication, il est efficient s'il permet à la personne de
d'exprimer ce qu'elle a besoin d'exprimer. Je ne parle pas seulement de la demande, mais aussi du commentaire. Si elle lui permet aussi de progresser dans sa modalité de communication et si ça lui permet d'être intelligible par une communauté large. Donc après, effectivement, quelqu'un qui utiliserait la langue des signes et pour lequel, en fait, ces 3 questions, la réponse est oui, 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 oui. Pourquoi faudrait-il lui retirer ou l'empêcher de communiquer par langue des signes? Et du coup, forcément, mettre en place le PEC, ce serait une gageure et une erreur professionnelle. Le but n'est pas de mettre les moyens de communication en concurrence. L'anglais et l'espagnol, on ne va pas mettre les deux en concurrence, ce n'est pas utile. Le but est de pouvoir dire ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Alors qu'est-ce qu'on fait face à un enfant ou un adulte avec autisme qui est malvoyant? Il n'y a pas de prérequis, c'est vrai, même pour quelqu'un qui est aveugle. On a à l'heure actuelle en supervision une équipe qui quotidiennement accompagne une jeune fille. Cassandre, elle est née aveugle. On a mis en place des images en 3 dimensions. C'est ça, c'est de la 3D en fait. Voilà, c'est de la 3 dimensions, mais il n'y a pas plus de prérequis du côté d'un voyant que du côté d'un malvoyant. L'utilisation après des c'est ce qu'on appelle une adaptation ergonomique. Quelqu'un qui a des troubles moteurs, on va peut-être surépaissir l'image pour qu'elle soit plus facilement préhensible ou la disposer sur un cube ou sur un support. Cassandre, elle est déjà en phase 4. Elle a évidemment bien progressé, elle a encore plein de choses à apprendre. Mais pour ce qui est de son classeur de communication, l'équipe qui l'accompagne a utilisé la main d'un monsieur patate, qui est collé sur un support, mais qui n'est pas plus gros que celui-là. Voilà. Donc c'est juste que c'est plus épais. Oui. C'est plus épais, voilà. Toutes ces images sont en 3 dimensions. Alors parfois, on concocte des miniatures. C'est vrai que c'est plus de préparation, mais sinon, le protocole d'enseignement est inchangé. Et le classeur peut être dématérialisé. Il n'est pas rare d'enseigner aujourd'hui des transitions du PEX vers un dispositif sur tablette. Les recommandations, elles sont simples. Ne pas débuter sur la tablette, même si on est face à un enfant ou un adulte qui se débrouille très très bien avec les ordinateurs, avec les claviers. Il ne va pas être bon en communication sur tablette parce qu'il serait bon avec une tablette. Ça va être un système de communication. Donc c'est vrai que du coup l'enseignement est quand même privilégié en amont, en système, je dirais, de 3D, en 3D, pour qu'il apprenne d'abord à échanger concrètement un message, à le structurer, à l'échanger. Il est souvent tentant pour les parents, une fois que l'enfant commence à verbaliser, de dire on n'a plus besoin du classeur. Et là aussi, il y a finalement des critères qui vont permettre d'évaluer si réellement l'enfant peut se passer de son classeur ou pas. Et il y a encore tout un cheminement à faire. Et comme pour Giuliano, en fait, un enfant ou un adulte peut oraliser et continuer à se servir des supports images qui ne sont pas exclusifs sous prétexte qu'une personne parle. Tout à fait. Et je pense aussi que dans certaines situations où l'angoisse monte, parce que bon, voilà, on peut avoir des problèmes de comportement et ne pas savoir gérer les émotions, il est important, par exemple, de pouvoir sortir un pictogramme disant stop quand il y a trop de bruit, quand il y a trop d'angoisse. Je sais qu'on l'utilise dans le service où est accueilli Giuliano, qui est mon fils. Ça aide beaucoup, je pense. Et même parfois, même pour des personnes qui sont finalement très fonctionnelles au niveau verbal, oui. Ça les aide parfois à structurer leurs idées, à poser leurs idées, à voir. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on fait du PEX si on utilise des pictos? Évidemment, on a le droit de dire ce qu'on veut. Il y a aussi une question d'éthique. Quand un utilisateur qui n'a pas fait de formation PEX, qui ne sait pas ce que c'est, et il dit « moi je fais du PEX parce que j'utilise des pictos », il a le droit de se tromper. C'est pas grave. Ce qui me gêne plus, c'est au niveau de l'éthique. Si un professionnel, un soi-disant expert, va dire « c'est comme le PEX, moi je vais vous expliquer comment on fait », peut-être que cette personne a fait une formation de 2 jours. Est-ce que c'est suffisant pour être expert PEX? J'ai un doute. In fine, c'est l'enfant ou l'adulte d'ailleurs qui va en pâtir de cet enseignement qui aurait pu être certainement meilleur, vu que c'est un protocole qui est validé scientifiquement. C'est un protocole qui est evidence-based. Il est inscrit au rang des EBP, des stratégies basées sur des données probantes, des pratiques basées sur des données probantes. Et donc validées par l'autorité de santé. En plus, dans l'autisme, il y a vraiment beaucoup de gens qui, tous les 15 jours, inventent les méthodes, machin, parce que ça marchait avec leur petit-fils et ils développent. C'est quand même absolument essentiel. Et du coup, l'intérêt aussi de la standardisation et du protocole, c'est que ça permet aussi de valider, de vérifier que ça fonctionne vraiment sur un nombre statistique d'enfants et qu'on est en droit d'attendre justement un retour et une efficacité dans une prévisibilité en fait dans l'application de ces méthodes. Florian, Pyramide PEX France a été à l'origine des unités d'enseignement maternel. Comment ça s'est passé? Vers 2007-2008, on a eu envie de faire une expérimentation en créant une classe PEX pendant 3 ans jusqu'en 2012. C'était un partenariat avec l'Éducation nationale, donc c'est dans une école, à Neuilly-sur-Seine, dans le 92, l'hôpital Robert Debré. Ça a été super. Le but était en effet de former les parents et les professionnels et de mettre en place des supervisions régulières au sein de la classe, où on mettait en priorité le PEX, parce que s'il n'y a pas de communication, c'est un petit peu dur d'enseigner d'autres choses. Donc c'était une classe, à l'époque les UMA n'existaient pas, donc c'était un peu le prototype des UMA. Absolument. Pour des enfants autistes qui, pour X raisons, on imagine qu'elles sont nombreuses en France, mais bon,
ne pouvaient pas être intégrés directement dans des écoles ordinaires, même avec une AESH. Donc c'était une classe spécialisée, mais avec un enseignement basé sur le PECS et l'ABA, intensif en fait, Oui. au sein de l'école. C'est ça. Et pas dans un établissement, dans un IME ou dans un hôpital de jour, mais vraiment directement au sein de l'école. Il faut se mettre aussi en 2007-2008, où on n'entend pas parler d'autisme, pas du tout, encore moins de PECS et d'ABA. Et donc l'idée, c'était vraiment de créer une classe pour pousser à l'inclusion. C'était un début d'inclure des enfants autistes dans une école. C'était une classe passerelle en fait. D'un côté, c'est à mi-temps, les enfants, ils apprennent à communiquer, ils apprennent des comportements scolaires. Et après, ils sont intégrés avec les enfants ordinaires dans la classe. Et le but, c'est qu'à un moment donné, ils rentrent directement dans le milieu ordinaire. Exactement. C'est le but, le rêve. Et donc, on en a fait une expérimentation de 3 ans. Pour les formations, il y a des sommités de l'autisme qui sont venus former les équipes, donc pas que OPEX, évidemment. Il y a Andy Bandy qui est venu, je pense à Johan Matteo, je crois que Laurie Frost aussi. Une fois que l'expérimentation est passée, les résultats étaient évidemment très positifs. On est parti d'enfants qui communiquaient pas du tout, qui faisaient des crises, à des élèves qui communiquaient. Et donc, l'État a décidé d'essaimer, de généraliser ces classes. Il y a ce modèle des UEM. Et si on regarde le cahier des charges des UEM, il dit qu'il faut former et non sensibiliser, que le PECS est inclus dans le cahier des charges, l'ABA également, très bien. Après, il y a des sensibilisations à l'autisme, etc. Donc, c'est parfait. Ça impose également une supervision. Donc, ça ressemble vraiment beaucoup à cette classe expérimentale qui au final reposait sur les classes avec une intégration extraordinaire. Et quand ça fonctionne, ça suppose que toutes les personnes qui encadrent l'enfance travaillent, soient formées, soient au même niveau d'implication. Les formations, c'est que quelques jours. Alors on peut voir ça comme un coût, mais on peut aussi voir ça comme un investissement. Le temps qu'on perd sur la formation, c'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné sur la suite. Bien sûr, quand on va prendre 2 jours, et juste 2 jours, pour savoir mettre en place le PECS, à la fin de l'année, tout le temps qu'on va gagner pour comprendre ce que l'enfant veut, parce qu'il va pouvoir le dire lui-même, plutôt que d'interpréter, se tromper, il n'y a pas photo. La formation, c'est primordial. Avant, il y avait de nombreuses équipes qui galéraient avec des enfants autistes ou qui étaient en panne de communication, à l'école ou ailleurs. Et la conclusion, c'est de dire, c'est pas possible pour eux. Donc on les enlevait de la scolarisation, on l'enlevait du droit commun, et on disait, on va faire quelque chose de spécifique pour eux. Mais en fait, c'était que les gens n'étaient pas formés. Bien sûr. Il n'y avait pas d'ambition pour les enfants. La formation, c'est au-delà de gagner du temps. C'est ce qui permettra aux enfants d'être inclus. Il y a besoin que 100% des équipes qui les prennent en charge soient formées. Ce n'est pas un dans l'équipe qui est formé, parce qu'il n'y en a qu'un qui va savoir faire, c'est toute l'équipe. Et donc dans une école, une UMA, ça passe par les enseignants, les AESH, le personnel périscolaire, le personnel qui est à la cantine. C'est tout le monde qui doit être formé. Parce que sinon, ils vont se retrouver dans des situations d'échec, en panne de communication, et il y aura des crises. Donc pour cela, pour que ce soit une vraie réussite, c'est important de former tout le monde. Et c'est pour ça que c'est un gain de temps derrière. Mais c'est surtout un gain de temps pour les enfants. Ça évite les échecs pour eux, et ça évite les échecs pour la collectivité, qui va dire qu'il y a des enfants qui ne seront pas intégrables, qui ne peuvent pas être inclus. Voilà, simplement, alors qu'en fait, on n'a pas mis les moyens autour d'eux pour s'inclure et notamment pour former les professionnels. On y reviendra tout à l'heure parce que c'est un enjeu majeur, surtout dans le médico-social. Puis la communication entre le médico-social et l'éducation nationale, c'est pas ça. Oui, j'ai vu des situations où des enfants qui utilisaient un classeur de communication, qui en sortant du EMA, l'unité d'enseignement autisme, allaient en primaire. Et parce que l'équipe qui les accueillait en primaire ne savait pas comment s'en servir, disait à l'enfant quand ils arrivent en classe, tu vas poser ton classeur là, tu le récupéreras à la fin de l'école. Faire ça, c'est d'une violence innommable, parce que c'est comme si on disait à quelqu'un, tu vas te taire toute la journée. Et je ne communiquerai pas avec toi toute la journée. Parce qu'en fait, tout ce qu'il va entendre, pour lui, il n'y aura pas de sens. Ceux qui font ça, ce n'est pas forcément pour faire mal, mais parce qu'on ne sait pas. Mais c'est pour ça que votre UMA fonctionne. Le modèle, il est formidable, mais il y a une hétérogénéité sur le terrain qui est colossale. Il y a des enfants qui vont dans des UMA où le personnel n'est pas du tout formé, ou même pas au PECS, mais aux méthodes d'éducation structurée. Enfin, parfois, sont hostiles. Ou alors, il n'y en a qu'une partie qui va être formée. Normalement, à l'ouverture de l'UMA, il y a un cahier des charges qui indique noir sur blanc, les personnels doivent être formés et pas seulement sensibilisés. Et ils doivent avoir suivi la formation PECS, la formation ABA. Il y a 10 jours en tout, 8 jours d'abord, 2 jours plus tard de formation qui sont prévus. Donc normalement, une UMA qui n'est pas formée, au PECS, déjà, je me dis, tiens, c'est assez étrange. Il y a la formation théorique, c'est important, c'est primordial, c'est la base. Puis après, il y a la supervision. Oui, j'allais le dire. Oui. Parce que ce n'est pas parce qu'on fera 3 jours d'ABA fonctionnel. Et puis le PECS, c'est 2 jours. Une fois qu'on a fait ces 5 jours de formation,
Ça ne nous fait pas des experts de l'utilisation et de la pratique. Et pour cela, on a besoin d'être supervisés. Nous, les équipes qu'on a, elles sont supervisées tous les mois. Et en fait, c'est une formation-action, ce qui permet de continuer à mettre en place l'ABA et le PECS avec les équipes quand ils rencontrent des difficultés, de poser des questions, de se perfectionner. Il y a un enfant qui n'accroche pas ou il y a des difficultés, un enfant qui ne répond pas comme on voudrait, ils peuvent toujours une solliciter. Solution. La supervision consiste à poursuivre la formation sur le terrain, mais cette fois, les acteurs ne sont plus en jeu de rôle parce que celui qui est l'apprenant du PECS, c'est plus son collègue qui est en train de faire le rôle de l'enfant ou de l'adulte avec TSA, c'est vraiment l'enfant ou l'adulte avec TSA. Ce qu'il faut, c'est une formation-action, c'est qu'il soit encadré en fait. Et continue. Et donc de manière continue. Parce que, il y a le PECS. Le PECS, comme disait Nora, c'est un petit bout de l'ABA fonctionnelle. Mais l'ABA fonctionnelle, c'est bien plus large, c'est bien plus puissant. Et du coup, la supervision, c'est aussi bien sur l'aménagement de la salle, aussi bien sur des plans de leçons pour tel ou tel enfant, que sur des questions que se pose le professionnel pour une difficulté particulière. Donc la supervision, elle balaye tous les autres champs. Si on pose la question, est-ce que la supervision est importante? Évidemment, elle est très importante. Est-ce qu'elle est indispensable? Il y a des établissements qui mettent le PECS en place. Après la formation, je pense aussi aux parents qui le mettent à la maison et qui le mettent super bien en place à la maison. Je pense à notre pote Emilien et sa maman Marie. Je pense à Cindy, de Belgique également. Je pense à plein de gens. Et est-ce que la supervision est indispensable? En tout cas, avec une formation juste de 2 jours, on sait faire. On a un petit support de formation. Si on ne se souvient plus, et c'est vrai, enregistrer 2 jours de formation, d'un coup, c'est pas évident. Donc on a son petit support, ses petites notes. Mais en effet, après, avec la pratique, la supervision, et c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle les IME, les maisons d'accueil spécialisées, pas que les UE en tout cas, les CESAD, bref, mettent les supervisions dans leur plan de formation. Et même d'un point de vue légal, la supervision est considérée comme de la formation, puisque c'est remboursé par, alors, à moins d'être technique dans le côté administratif, mais c'est remboursé par les OPCO, qui sont les financeurs qui vérifient les formations. C'est là où les établissements cotisent pour la formation de leurs salariés, et les OPCO ne prennent en charge que de la formation, rien de plus. Donc si les supervisions sont payées par les OPCO, c'est bien la preuve qu'il s'agit de formation également et que c'est considéré comme tel. Pour moi, c'est indispensable en effet qu'on parle de la supervision, mais je voulais pas que des parents surtout disent « Ah bah moi je suis pas supervisé, je pourrais jamais le mettre en place tout seul à la maison ». Donc Axel, vous êtes orthophoniste et vous vous êtes formé au PECS, à l'ABA fonctionnelle. Comment ça s'est passé? Et au départ, vos besoins n'étaient pas pour des enfants autistes? Alors au départ, mon besoin, c'était surtout pouvoir travailler sur les troubles du comportement parce que je me suis rendu compte dans ma consultation que tant que je n'arrivais pas finalement à canaliser cette donnée-là, ce serait vraiment compliqué de pouvoir travailler sur le langage et la communication avec mes petits patients. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers la formation en ABA, qui a finalement découlé sur le PECS. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on commence à mettre les lunettes ABA, on se rend compte que finalement, on voit un petit peu toute la vie en ABA, puisqu'on analyse finalement tous les comportements dans la vie quotidienne, qui a été mon cas finalement avec mes petits patients qui n'étaient pas que des enfants porteurs d'autisme. Quel était le profil de vos patients au départ? Des dysphasiques, j'avais des enfants IMC, des aphasiques, donc là on parle d'adultes, des enfants avec des difficultés attentionnelles. C'est vrai que finalement on va pouvoir décliner tous les moyens d'analyse du comportement finalement à toutes les personnes avec lesquelles on interagit. Quels sont les outils en fait que vous utilisez Alors le tout premier finalement avec lequel j'ai mis en place ça a été très très renforçant pour moi, ça a été mon petit garçon quand je suis rentrée de la formation en ABA fonctionnelle avec Nora. Mon petit garçon à l'époque il avait 3 ans. Il était en plein dans le refus de manger. On en était arrivé au point avec mon époux où on lui donnait un petit jeu et on détournait son attention pour pouvoir le faire manger un petit peu de tout et finalement diversifier son alimentation. Quand je suis rentrée, je lui ai dit, j'ai trouvé, il faut qu'on fasse des contrats avec lui. Et donc on a mis en place finalement ce genre de petits contrats. Je goûte ou je mange pour, au départ à chaque bouchée, et puis de manière un petit peu plus espacée, on lui a donné un petit jeton, et après son jeton, c'était seulement finalement le moment où il pouvait avoir son renforcement. Ça a été très apaisant pour nous, parce que finalement, on a appris à analyser le comportement plutôt que la personne. Bien poser les choses, et ça a vraiment changé finalement toute la façon de voir les choses. Donc voilà, on a mis ceci en place. C'est très important de faire le distinguo, et pas de dire c'est un enfant qui ne mange pas ou qui mange mal, oui, mais de dire non, il a tel comportement et ce comportement, on peut agir sur son comportement, voilà. C'est modulable et c'est très efficace. C'est un contrat d'économie de jetons, oui, c'est ça. Très efficace. Quand il va jusqu'au bout de ses jetons, il obtient le jeu qu'il a choisi.
qu'il a choisi lui, Au parce départ. que c'est un contrat. Donc on a établi de part et d'autre qu'une fois qu'il aurait rempli cela, il pourrait avoir son renforçateur et que finalement, s'il n'y arrive pas, ben, c'est pas bien grave. Il sera juste valorisé s'il a réussi et s'il l'a pas réussi. Il ne sera pas valorisé, mais il ne se passera rien d'autre. Il ne sera pas puni. Mais le principe aussi en ABA, c'est qu'on valorise les petits pas, en fait, Oui. le chemin, et pas forcément un objectif. Parce que dans la vie aussi, on décourage beaucoup les enfants qui ont des problèmes, parce qu'on a des exigences, que tout soit parfait et que tout soit accompli trop vite, et on les décourage. On renforce les réussites. Et Oui, donc, c'est ça. On les stigmatise. Voilà. Et contrairement à ça, l'erreur et la punition n'existent pas. Et c'est pas un apprentissage par la punition ou par l'erreur ou par l'échec. Parce que dans ce cas-là, on crée des frustrations, des enfants qui ne voudront plus faire parce qu'à chaque fois qu'ils essayent Le sentiment cette d'incompétence action, acquise. une incompétence, on se fait punir, on dit que c'est pas bien. Donc, on commence par les renforcer sur des réussites. Et ensuite, on leur apprend à réussir ce qu'ils n'arrivent pas. C'est une approche vraiment différente. J'ai encore dans ma patientèle beaucoup de patients qui viennent pour des aversions orales, donc finalement des difficultés plutôt d'ordre sensoriel ou non, mais qui font qu'ils ne s'alimentent pas et en tout cas ils ne mangent pas de tout. On préétablit avec les parents des aliments sur une semaine qui seraient finalement susceptibles de pouvoir goûter. Bien entendu, avec toujours la composante qu'ils peuvent aimer ou ne pas aimer les aliments. Et le fait de pouvoir mettre des pictos finalement visuellement, ça les renforce énormément de se C'est-à-dire rendre que ce compte. sont des patients qui oralisent, qui n'ont pas de problème de communication Non. orale. Mais en fait, ça schématise. Disons que c'est moins demandeur sur le plan cognitif pour eux de voir cette schématisation. Oui, finalement, ça marque leur progression. Ils se rendent compte un petit peu. Finalement, quand vous dites, ben, si jamais, regarde un petit peu ce qui s'est passé ici, tu as mangé 13 nouveaux aliments cette semaine-ci, imagine un petit peu au bout de l'année si tu arrives à en manger autant de nouveau, pour pouvoir de nouveau analyser un petit peu les choses. En général, ils reviennent d'une semaine à l'autre avec leur petit tableau. J'analyse un petit peu ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. On représente ce qu'ils n'aiment pas. Et peut-être que finalement, on va pouvoir en déduire quelque chose, peut-être de médical ou peut-être simplement, voilà, au niveau de ses goûts personnels. C'est une autre façon finalement de pouvoir visualiser un petit peu ce que l'enfant fait au niveau alimentaire. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il y a des pictos qu'on fait du PEX. Non. On n'est pas dans le PEX. Non, Pour revenir c'est à... pas du PEX. Là, c'est Ils ne pas bien. communiquent pas. C'est pas un moyen de communiquer. Sur la table, la seule représentation du PEC, c'est le classeur. Oui. C'est classeur. Ouais. Avec des petits patients dysphasiques, on peut aussi finalement adapter, ce qui ne sera de nouveau pas du PEX non plus, mais simplement finalement le fait de pouvoir mettre visuellement dans un espace ces idées pour pouvoir les verbaliser. Un petit jeu par exemple, avec des images. Ça, c'est le renforçateur. Oui, ça c'est quelque chose qu'il aime bien, mais qu'il va pouvoir décrire et c'est simplement pour pouvoir expliquer que finalement, au niveau grammatical, on va pouvoir aussi avoir un impact. Où on va pouvoir ensemble jouer aux devinettes par exemple. Il aime les bananes. Il va pouvoir barrer tous ceux qui ne correspondent pas à la description et on va pouvoir aussi travailler les questions. Donc à chaque fois, en fait, j'utilise une couleur différente en fonction de la place ou du code grammatical qui va correspondre, qui a des grandes dents. Cinzia, dans le cadre du GAMP, d'Infort Autisme, vous avez mis en place des formations PEX Oui. pour que les familles y aient accès. Tout à fait. Mais en fait, les formations qu'on a mises en place, ça a commencé en 2015 et c'était à la demande des parents. C'est un petit groupe de parents s'est constitué en disant c'est un peu compliqué pour nous de nous déplacer, d'aller en France, de devoir loger là-bas, etc. Ça va nous coûter beaucoup trop cher. Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire venir et nous nous engageons à trouver 30 parents qui vont participer, ce qui nous permettra, ça il faut le dire aussi, de réduire les coûts par rapport à un éventuel voyage en France, etc. Et c'est comme ça qu'Infort Autisme a été donc interpellé et on s'est dit, ben oui, c'est une chouette idée. Moi, je n'avais pas encore moi-même suivi ces formations. Je me disais toujours, un jour, il faut bien... Peut-être je n'ai pas besoin du PEX personnellement pour mon fils, mais l'ABA fonctionnel, j'aimerais bien quand même l'étudier un tout petit peu, savoir de quoi il s'agit, etc. On a trouvé 30 parents et on a organisé une formation dans un service d'ailleurs que nous a prêté les locaux, un service qui formait déjà lui-même aussi son personnel au PEX et à l'ABA. Et donc on a suivi cette première formation et là, moi je suis tombée amoureuse de la formation. Comment ne pas séduire. Comment ne pas tomber amoureux de Cinzia aussi. Et Laura, franchement, C'était un coup de foudre avec Cinzia. Donc, en fait, je me suis dit, mais mon Dieu, ça ouvre des perspectives. C'était la première formation, c'était l'ABA fonctionnelle. Quel monde de perspectives ça a ouvert pour moi, qui avait déjà un fils adulte,
Et qu'est-ce que cela a ensuite vraiment eu comme retombée dans les familles, dans les premières familles qui ont participé? Je me souviendrai toujours d'un petit Milo qui avait un diagnostic de TSA et qui, avec l'énorme investissement de sa maman après cette formation, il est sorti du diagnostic. Ce n'est pas qu'il n'est pas autiste, mais il est sorti, en tout cas, les symptômes qu'il présentait, il ne les présente plus. On ne peut pas dire ça pour tout le monde, bien entendu, mais on a eu des parents, suite à cette première formation, qui ont vraiment utilisé les principes qui nous ont donné des retours très encourageants. Et du coup, on s'est dit, eh ben voilà, maintenant, on va y aller, on va organiser 1, 2, 3 formations ou cycles de formation. Voilà. On a commencé donc vraiment après en 2016. Les 2 associations se sont impliquées. Jusqu'au moment où on a eu le problème de Covid, eh bien, nous, on a quand même organisé des formations dans nos locaux. Il faut que les familles se forment, comme les personnels dans les établissements. Concrètement, les familles apprennent à utiliser ces outils, peuvent les généraliser au quotidien, développer eux-mêmes les renforçateurs, développer leur propre picto, étoffer le classeur de leurs enfants et s'approprier finalement facilement ces outils-là. Je trouve que c'est les approprier assez facilement. Maintenant, c'est vrai qu'on a parfois besoin d'un suivi, besoin d'une supervision. Donc, c'est quelque chose qu'on voudrait mettre en place aussi pour les familles qui ont suivi les formations. Mais après, il y a eu des demandes pour des formations de suivi, des formations d'un jour, aux troubles du comportement, enfin, différents types de formations qui sont offertes. Donc, on a continué. Et jusqu'ici, c'est ce que l'on fait. PIPEX France a commencé aussi à organiser des formations en Belgique. Du coup, nos parents peuvent s'y associer via le GAMP. Donc, il faut dire aussi que nous, on reçoit des dons, donc des fondations, justement, pour pouvoir aider les parents à se former à très bas prix. Ça, il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai que certains parents ont des difficultés. Donc, parfois, on a aussi offert des formations gratuites. Je pense que c'est important aussi. Donc, ça fait partie un peu de notre rôle de faciliter. Mais ce que l'on voudrait maintenant, un pas plus loin, puisqu'on va ouvrir une maison de l'autisme à Bruxelles, c'est vraiment de créer un pôle formation qui soit subsidié par l'État, et évidemment pouvant bénéficier des formations de PEX France, qui sont d'ailleurs recommandées aussi par nos guides de recommandations pour l'autisme, mais aussi les élargir à d'autres types de handicaps. D'ailleurs, si on est autant en Belgique, c'est en grande partie grâce à Cinzia. Et clairement, aujourd'hui, on propose 3 dates, Liège, Mons, Bruxelles, en plus des formations dont Cinzia parlait. Cinzia a permis de créer cet effet boule de neige qui a permis de faire connaître le PEX, mais aussi évidemment l'ABA. C'est autant l'ABA que le PEX, parce qu'en fait, on est sur 2 systèmes. Le PEX est une partie de l'ABA, mais on peut faire de l'ABA fonctionnel sans le PEX. Les familles utilisent les deux? Les deux. Je dirais qu'on a quand même beaucoup de parents, de petits-enfants qui n'oralisent pas, et qui donc effectivement voudraient quelque part pouvoir communiquer avec leurs enfants, mais aussi évidemment l'ABA, parce que nous on leur explique aussi que les deux sont tout aussi importantes, et l'important aussi de suivre l'ABA parce que cette utilisation est aussi beaucoup plus large. On se rend compte en tout cas que pas mal de parents ont bien compris qu'il y a un comportement, il y a un antécédent, quelque chose qui se passe avant le comportement et puis quelque chose qui se passe après. Souvent on est dans un cercle vicieux où finalement on ne se rend pas compte que la conséquence renforce le comportement à problème. Et donc, quand on comprend ça déjà, ne fût-ce que cela, ça ouvre d'autres perspectives. Moi aussi, je l'ai compris, je vois bien. Ce n'est même pas que pour mon propre fils autiste que j'utilise l'ABA, mais je l'utilise aussi avec les personnes avec lesquelles je entre en contact. Par exemple, j'ai des problèmes avec mon frère par rapport à certaines questions et je me rends compte, je suis en train de le renforcer dans une spirale négative. Du coup, je change d'attitude et je vois que les choses changent aussi. Donc, ce n'est pas que pour les personnes qui ont une problématique donnée. Donc, c'est quelque chose qui devrait pouvoir être connu par tout le monde. Ben oui, parce que tout le monde peut l'utiliser indépendamment des populations d'enfants handicapés. Alors Philippe, vous l'avez mis en place. Oui. Vous dirigez plusieurs établissements dont certains sont dédiés à l'autisme, mais vous avez également mis en place ce protocole, ce système. L'ABA fonctionnel. Voilà, dans un ITEP auprès d'une population qui n'est pas autiste. Oui, on a mis en place l'ABA fonctionnel et le PEX sur l'IME en 2015. Et puis on s'est vite rendu compte, parce qu'il fallait mettre en place des recommandations de bonne pratique, et on s'est rendu compte qu'on gérait un ITEP, on avait beaucoup de comportements problèmes, comme connaît beaucoup d'ITEP, ou beaucoup de maisons d'enfants à caractère social d'ailleurs, pour le placement d'enfants. C'est quoi le profil de ces enfants? C'est quoi leur C'est des enfants
qui ont des intelligences normales, mais qui ont des troubles du comportement aussi bien physiques, c'est-à-dire qu'ils agressent éventuellement leurs collègues, leurs pairs ou les adultes, ils détériorent le matériel, et donc à un moment donné, l'école n'arrive pas à les gérer, la classe n'arrive pas à les gérer, ils sont exclus du système et ils finissent en établissement. Mais ils ont des intelligences normales, ils parlent, donc ce n'est pas un problème de communication. Par contre, l'ABA fonctionnelle, l'analyse appliquée du comportement, je me suis dit, analyse appliquée du comportement, avec des enfants qui ont des troubles du comportement, on devrait pouvoir faire quelque chose. Donc on a formé l'ensemble des équipes, 100% des équipes, et on a fait mettre en place la supervision, on a commencé à mettre en place des outils, et on a vu que les comportements problèmes diminuaient, voire presque disparaître, parce que ces comportements, ils étaient tels que ça avait un impact sur les professionnels qui s'arrêtaient, il y avait du turnover énorme. C'est le fait d'être confronté à ces situations impossibles qui vous a décidé de chercher une solution sur l'analyse appliquée du comportement. Et donc aujourd'hui, les enfants, même s'ils ont une intelligence normale, ils cherchent à obtenir ou à fuir des situations. Dès qu'ils obtiennent des situations qui les intéressent, pour fuir, par exemple, les enfants en classe, ils comprennent au bout d'un moment que quand ils ont un comportement inadapté, on les sort de la classe. Ils ne voulaient pas faire l'exercice ou ils ne voulaient pas faire cet apprentissage, donc on les sort. Donc ils comprennent qu'en ayant un comportement inadapté, ils sortent de la classe, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ils vont reproduire ce fonctionnement-là. Donc comment on arrête ce fonctionnement? En travaillant bien sûr sur les renforçateurs, qu'est-ce qu'ils aiment? En leur apprenant à demander une pause, c'est-à-dire que s'ils ont besoin d'une pause parce qu'il y a des enfants qui ont des troubles de la concentration et ils ont besoin de pause, et bien on leur apprend à demander la pause et ils vont avoir cette pause. Ils ne sont pas obligés de faire une crise pour sortir de la classe. Il suffit qu'ils la demandent, ils pourront avoir cette pause, ils pourront revenir. Donc on leur apprend à avoir des comportements adaptés et pour obtenir la même chose. Et donc au fur et à mesure, les troubles disparaissent. On apprend aussi que ces enfants, c'est pas tout de leur dire. Ça fait 10 fois qu'on leur dit, ils font toujours pareil, ils sont vraiment d'une mauvaise foi pas possible. Mais en fait, on se rend compte qu'on leur a jamais appris ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, y compris s'ils ont une intelligence normale. Donc il faut déjà qu'on fasse, comme pour les enfants autistes, mais c'est différent, l'apprentissage, on leur apprend à avoir le bon comportement. C'est une forme de communication sociale. Ils ont besoin d'apprendre une communication sociale. Ce n'est pas la même source de problématiques que dans l'autisme. Ces enfants qui n'ont pas eu d'apprentissage correct de la communication sociale. C'est ça. Pour des raisons très variées, en fait. Et donc, en fait, les troubles ont diminué grandement. Et on continue avec ces enfants en disant qu'ils peuvent réintégrer l'école. On travaille la même chose en ambulatoire. Et puis, aujourd'hui, il y a l'inclusion. On parle beaucoup d'inclusion. Et donc, on s'est dit, c'est une bonne chose, l'inclusion scolaire, entre autres pour les enfants. Mais comment travailler sur cette inclusion scolaire? Parce qu'on entend bien que les enseignants sont en difficulté, rencontrent des difficultés. Donc on s'est dit, la première chose, c'est qu'ils connaissent un peu le handicap. Parce que c'est pas tout de mettre un enfant dans une classe et dire qu'il est inclus, parce que derrière, il faut qu'il apprenne des choses. Les enseignants sont en difficulté, donc on s'est dit, ça serait bien de leur apprendre ce que c'est que le handicap. Donc on fait des sensibilisations à l'autisme et aux troubles du comportement et de la conduite. Puis après, une fois qu'on a fait ça, il faut encore quelques outils. Et donc, on s'est dit, ce serait intéressant qu'on les forme à l'ABA fonctionnelle ou à l'analyse appliquée du comportement, puisque ça marchait sur l'ITEP, avec des résultats édifiants. Alors, ça suppose que vous avez formé toute l'équipe. Parce qu'en fait, souvent, quand on est dans une situation d'échec, c'est que l'équipe est sous-formée ou qu'il y a 2-3 personnes qui veulent bien faire et les autres, ils ne veulent pas. Et les cadres. Voilà, et les cadres. Et voilà. Mais il faut que ça vienne du cadre et que ça descende partout. Exactement. Et y compris les gens à la cantine. Il ne faut pas casser tout l'environnement de l'enfant. Vous n'avez pas été confronté à des réticences parce que le médico-social, c'est pas simple quand même. Hein. Alors, bien sûr, il y a eu des réticences, ne serait-ce que par les formations de base, éducateurs, moniteurs éducateurs ou autres. Ils sont formés à être hostiles, en fait, à ces pratiques. Alors, ils sont hostiles au départ, parce qu'on ne leur apprend pas, il n'y a aucune école. C'est qu'on nous a enseigné, moi qui suis éducatrice de formation initiale, on nous a enseigné à sanctionner les mauvais comportements. On nous a parlé, on nous a fait faire des grands TP sur la sanction, mais on n'a jamais entendu parler de renforcer. Et les bons comportements. Les éducateurs, certes, ils étaient réticents, mais quand on a commencé à mettre en place l'ABA fonctionnelle, puisque la situation était difficile, ils ont bien vu les avantages. Ils ont bien vu les résultats, les comportements, problèmes diminués, que c'était plus confortable pour eux dans leur travail avec les enfants, qu'il y avait des choses plus intéressantes qui se faisaient. Et donc, à un moment donné, on a acquis leur adhésion par la pratique. Et ils se sont retrouvés eux-mêmes renforcés dans l'utilisation de toutes ces pratiques. Tout à fait, parce que c'est un cercle vertueux qui se met en place. Et donc là, 100% des gens sont formés. Aujourd'hui, les gens, ils veulent plus partir de l'établissement, parce qu'on avait aussi des problèmes de turnover. Mais ça, c'est un truc énorme. Dans le médico-social, voilà, des gens partent, il y a un turnover énorme, beaucoup de gens en dépression, beaucoup d'absentéisme. Vous l'avez observé concrètement,
Un changement de pratique? Il y a des gens qui postulent maintenant dans nos établissements. Avant, ils partaient, on avait du mal à avoir des gens qualifiés. Donc il y avait beaucoup de gens non qualifiés qu'il fallait former, puis ils repartaient. Donc ça a changé cette donne-là. On a pu mettre ça en place, bien sûr, sur l'UMA. L'UMA, c'est pour l'inclusion. Et sur le service ambulatoire, c'est-à-dire anciennement le CESAL, parce qu'on fonctionne en dispositif. Maintenant, sur les ITEP, il y a la même pratique qui se met en place, y compris à domicile. C'est-à-dire que on aide les parents, on les forme également, on les aide à avoir des bonnes pratiques, etc. On leur donne des conseils sur l'adaptation de leur logement, sur les consignes particulières. Eux-mêmes, ils voient des troubles du comportement diminuer. Par rapport à l'inclusion scolaire, on s'est dit il faut aussi que les enseignants puissent avoir des outils. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt par l'ARS, par l'État, qui ont financé, mais parce qu'on a proposé, mais ils ont financé. Et donc là, depuis 2 ans, on forme gratuitement toutes les personnes qui souhaitent être formées à la sensibilisation au handicap et à l'ABA fonctionnelle et au PECS pour ceux qui sont en lien avec l'autisme. C'est gratuit, ils ont juste à se mobiliser, à prendre du temps pour le faire. Et donc aujourd'hui, en 2 ans, on a pu former 200 personnes gratuitement. 60-70 personnels de l'éducation nationale, des parents qui se sont venus, des professionnels à petite enfance, des crèches. Plus il y aura de personnes dans la société civile qui sera formée, plus l'inclusion sera possible. C'est le paradigme de la société inclusive et de l'école inclusive. Ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué de mettre en place ces formations pour les enseignants. Il y a les AESH aussi qui sont formés. Parce que c'est sur leur temps de vacances, donc c'est que les volontaires. Il était voté que les enseignants qui se formaient sur leur temps de vacances pouvaient être indemnisés pendant 1 semaine. 120 € par jour, donc ça fait quand même 600 € pour 1 semaine. Et aujourd'hui, cette disposition législative qui a été voulue par ce gouvernement, votée, c'est pas décliné dans les rectorats ou autres. Donc les enseignants ne sont pas encore incités à se former sur leur temps de vacances et à être indemnisés. Mais c'est possible, la loi est faite, les décrets sont passés, c'est possible. Il y a un dispositif qui est en train de se mettre en place, les DAR. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? Le DAR, ça concerne toute une école. Ça veut dire le dispositif? Dispositif d'autorégulation. Et ce dispositif d'autorégulation, ça vient du Canada, ça a été promu en France par Anne-Sophie Morena. L'idée, c'est comment on apprend aux enfants à s'autoréguler dans un environnement classique, malgré son handicap. Donc ça veut dire qu'il faut former les personnes qui les reçoivent, qu'il faut réfléchir à l'environnement. Ce n'est pas une classe, c'est une salle d'autorégulation qui est dans l'école. Les enfants sont reçus dans cette salle pour apprendre des compétences et pouvoir les généraliser en classe et pouvoir être avec les autres enfants et avoir des enseignements classiques. Ce n'est pas une classe spéciale où on regroupe les enfants en situation de handicap dans une même classe. Ils sont dans les classes classiques. Donc ça veut dire 100% de l'école. Donc tous les enseignants, les AESH, les personnels qui sont à la cantine. Et puis il y a une supervision tous les mois d'une journée pour les aider à la mise en œuvre. Ça va jusqu'à 10 enfants par école. Ça pourrait remplacer des unités d'enseignement. Si j'ai bien compris le système des DAR, donc c'est pas seulement comme une matière en plus pour les enfants autistes, et que l'intérêt c'est que c'est toute l'école qui est formée. C'est pas ce paradigme. Et en fait, c'est de faire profiter tous les élèves, y compris ceux qui ont un développement typique, en fait des stratégies issues de l'analyse appliquée du comportement et donc des enseignements, des comportements d'autorégulation. Et du coup, les enfants autistes ou pas autistes ou autres se retrouvent entourés d'enfants ordinaires et d'adultes formés aux stratégies qui vont leur permettre de développer leur communication et leurs compétences. Et les enfants qui sont dits typiques, qui sont avec eux dans la classe, peuvent bénéficier des enseignements de la salle d'autorégulation. C'est vraiment un plus. Et puis l'autorégulation, c'est un peu la cerise sur le gâteau de l'ABA fonctionnelle. J'envisage aujourd'hui de former à l'autorégulation toutes les équipes de l'IME et d'ITEP, les enseignants, pour que ça puisse essaimer également. Et les prochaines classes externalisées, j'espère qu'on puisse à force les monter en DAR plutôt qu'en unité d'enseignement. Et c'est tellement pas en concurrence qu'à l'ouverture du DAR, on a mutualisé la formation avec l'organisme de formation d'Anne-Sophie Morena. Elle s'est chargée, avec Maryse Lacombe qui fait partie de son équipe, de former au concept clé de l'autorégulation. Quant à Nora est allée former les 3 jours suivants à l'ABA fonctionnelle au service du dispositif d'autorégulation. Ça a été, je crois, une super expérience. C'est un sponsor qui a une super éthique, qui est extrêmement professionnel et on a hâte de continuer à travailler avec. Pour conclure, l'ABA fonctionnel servira de cadre théorique pour enseigner les compétences d'autorégulation qui sont nombreuses. Chacun son expertise. Et on peut dire, Axel, que vous avez fait ce cheminement toute seule, en amont. Finalement, c'est vrai que j'ai utilisé l'ABA fonctionnel pour pouvoir retravailler avec mes patients aphasiques, pour pouvoir les aider finalement en fonction de leur communication fonctionnelle.
voilà, à pouvoir recommuniquer avec les patients dysphasiques également pour pouvoir structurer des phrases, structurer leurs pensées, pouvoir préciser un petit peu. Le fait de pouvoir créer un protocole et tous regarder l'enfant avec les mêmes lunettes et les mêmes objectifs, ça a quand même quelque chose de relativement rassurant et ça permet d'avancer beaucoup plus vite dans les objectifs qu'on a avec l'enfant. Il y a eu beaucoup de reportages sur l'aide sociale à l'enfance dans les maisons d'enfants à caractère social, dans les foyers de l'enfance. Les enfants qui sont en ITEP, ils ont des troubles du comportement et plus de 50% d'entre eux sont de l'aide sociale à l'enfance et généralement les plus complexes de l'aide sociale à l'enfance. Si on pouvait appliquer de l'ABA fonctionnelle dans le foyer de l'enfance, je pense qu'on devrait apporter des résultats assez significatifs. Et lui parler de votre projet? En fait, on se rend compte que les enfants qui sont à la fois placés et puis en ITEP, des fois, ils ont deux types de prise en charge. Et des fois, c'est compliqué parce qu'ils retournent à un endroit où les compétences qu'ils ont acquises ou les modes d'intervention ne sont pas celles-ci. Par exemple, on est encore dans de la sanction, on fait une enfance ou dans les MEX, alors que nous, on ne l'est plus. Des contre-indications, ça génère des troubles du comportement dans les lieux d'hébergement. Vous réparez des gamins et puis finalement, ils sont transférés dans d'autres établissements où en fait, ils se cassent la figure. Parce qu'il n'y a pas de suivi Parce sur qu'il n'y a pas de la suivi, il manière n'y a de pas les accompagner. d'approche, et l'approche n'est pas développée. J'aimerais pouvoir faire des petites unités où au moins les enfants qui sont en situation de handicap, ils ont une continuité de prise en charge sans qu'il y ait de cassure. Donc, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, qu'il y ait des petites structures où c'est les compétences du secteur handicap qui accompagnent les enfants parce qu'ils les connaissent. Le projet là, français, franco-belge, ce n'est pas une manière, Cinzia, de s'approcher du système italien en fait. Parce que ça, l'Italie l'a accompli depuis, c'est pas parfait, mais depuis des décennies. D'abord, il faut dire que le système italien est totalement inclusif. Donc, depuis 50 ans, je dirais, ça s'est vraiment mis en place plutôt dans les années 80, donc disons 40 ans. Le principe avait déjà été énoncé dans les années 70. Les enfants sont tous à l'école ordinaire, inclus dans les classes, avec un projet pour chacun individualisé, qui donc n'est pas le même que celui de la plupart des jeunes de la classe, mais c'est à eux, propre, individualisé, avec des enseignants de soutien qui viennent en support à l'intérieur de la classe et aussi des moments à l'extérieur de la classe dans lesquels on travaille certaines compétences particulières. Alors, l'ABA est quand même beaucoup plus développée en Italie aussi qu'en Belgique, ça c'est un fait, qu'elle est utilisée aussi pour tout type d'enfants, pas juste pour des enfants qui ont de l'autisme. On a aussi des services qui utilisent l'ABA, qui entrent dans les écoles, qui supervisent les écoles, qui forment et supervisent les familles. Ce n'est pas partout parfait, mais c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus répandu. En Belgique, nous sommes vraiment au tout début. On n'a pas d'école qui enseigne l'ABA, on n'a pas d'université qui enseigne l'ABA. Mais vous avez des écoles beaucoup plus accueillantes qu'en France. Et on a des écoles spécialisées, mais dans lesquelles, alors certaines écoles sont très bien, avec des enseignants formés. La supervision, ça je pense qu'on n'y est pas encore vraiment. Mais en tout cas, le savoir, les compétences professionnelles des enseignants se perpétuent, se transmettent aux autres enseignants. Ces enseignants sont aussi souvent formés avec PEX France. Donc, on a eu des demandes de formation d'enseignants à l'ABA fonctionnel et au PEX. Donc, ils ont des acquis. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas de toutes les écoles spécialisées. Pas mal d'écoles ont malheureusement seulement le nom de spécialisées, mais en réalité, les enseignants ne le sont pas parce qu'il n'y a pas obligation de formation. Quelque chose que vous auriez envie de rajouter ou une information à faire passer dans l'idée d'ouvrir, en fait, d'inciter les gens en fait, à se former. Ce sont des outils accessibles. Certains de vos collègues sont assez hostiles encore à tout ce qui est comportement, alors que c'est aussi leur métier, mais voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? L'ABA et le PEX, ce sont deux domaines qui m'ont beaucoup enrichi dans mes prises en charge. J'ai pu finalement les généraliser à tellement de pathologies différentes que je rencontre tous les jours que ce sont vraiment deux formations qui méritent d'être connues et d'être exercées dans le quotidien. Toutes les formations dont on a parlé sont des formations de quelques jours. On n'est pas sur des formations universitaires de plusieurs années. Il est important de... Alors, je ne dis pas que c'est forcément nous qu'il faut choisir, etc. Mais l'exemple de Philippe est assez parlant, et notamment au niveau des dispositifs d'autorégulation, où il a choisi de mutualiser des organismes dans leur expertise. Anne-Sophie Morena pour ce qui est des concepts clés de l'autorégulation, de faire appel à nous pour ce qui est des stratégies d'enseignement, en l'occurrence l'ABA fonctionnelle. Au-delà du DAR, il y a des organismes de formation, il y en a plein et il y en a plusieurs qui sont très bien. La seule chose, c'est que si on veut apprendre le PEX, allons vers le PEX, allons pas vers un système d'échange d'images où on sortirait justement du protocole. Voilà. Le droit à l'inclusion sociale
et à faire partie du monde, faire partie de la famille, du quartier, de la ville, de la société en général est un droit fondamental pour tout être humain, quelle que soit sa différence, quel que soit son handicap. Aider ces personnes qui ont des difficultés à comprendre le monde qui les entoure, à apprendre les compétences de base qui leur permettent d'entrer en communication avec autrui est fondamental et que donc ces formations à l'ABA fonctionnelle et au PECS sont vraiment des formations fondamentales. Les enfants et les adultes qui ont besoin d'utiliser ces stratégies éducatives ont un droit fondamental à les recevoir. Aujourd'hui, mon rêve, c'est que tous les directeurs, chefs de service, directeurs adjoints puissent faire la formation ABA fonctionnelle et PECS éventuellement pour pouvoir évaluer ce que c'est et pouvoir éventuellement les s'aimer dans leurs établissements et former leurs équipes. Parce qu'il n'y a rien de pire que de former quelques membres d'une équipe qu'ils aient appris de nouvelles pratiques et pas pouvoir les appliquer totalement parce que toute l'équipe n'est pas formée ou parce que le cadre ou son superviseur n'est pas formé et du coup on va à l'échec parce qu'on ne parle pas de la même chose. La base c'est les directeurs et les chefs de service, formez-vous et ensuite formez vos équipes. Et nous, on veut bien faire visiter, on veut bien échanger. Les directeurs d'établissement peuvent faire appel à vous et se déplacer sur site pour venir voir comment vous fonctionnez, comment vous avez mis en place les choses. On travaille sur le Cher, c'est l'UGCAM Centre qui gère les établissements où je travaille. J'invite les gens à aller en savoir plus en se rendant sur le site de Pyramide PECS France. PECS-France.fr. C'est le mot de la fin. Merci infiniment. Merci.